Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus sur Backdata. Alors dans cette vidéo, nous allons partager avec vous un premier travail traitant de la problématique de détection de la fraude en utilisant l'outil analytique. Donc dans une précédente vidéo, nous avons exposé une méthodologie analytique ou les étapes d'utilisation de l'outil analytique pour la détection de la fraude, un peu à la manière d'un détective. Donc, nous avons recommandé notamment de bien comprendre les données et étudier ces données, de s'en imprégner en calculant les différents indicateurs statistiques pour essayer d'élaborer une certaine caractérisation préliminaire des situations de fraude et de non-fraude. Nous avons également préconisé d'utiliser l'outil de l'analyse des données pour une caractérisation plus précise. Donc aujourd'hui, nous allons passer à un exemple concret qui est relatif à la détection de fraude dans le paiement bancaire. Ou bien en anglais, c'est Banking Payment Fraud Detection. Alors, pour ce qui est du sommaire, nous allons présenter les données qui seront utilisées, c'est-à-dire notre cas d'étude. En second lieu, nous allons effectuer une analyse préliminaire sur nos données. En troisième lieu, nous allons tout simplement appliquer l'outil de l'analyse des données et pour finir, nous allons exposer les résultats obtenus ainsi que leur interprétation. Alors, données et problématiques. Donc, nous avons donc des données relatives à des situations de fraude bancaire avérées. Alors, une situation de fraude bancaire est codifiée avec la valeur 1 et une situation de non-fraude sera codifiée avec la valeur 0. Donc, chaque situation est décrite à travers un nombre de variables explicatives, soit 29 variables explicatives dans notre cas. Donc, la problématique est la suivante. Pouvons-nous prévoir l'occurrence d'une fraude? Donc, voici une image de nos données au format Excel que vous pouvez consulter dans le lien en description. Bien, passons maintenant à l'analyse préliminaire. Donc, pour cette analyse préliminaire, il est recommandé de comparer les situations de fraude et de non-fraude. Il va falloir traiter les situations de fraude et non-fraude séparément. Donc, vous allez devoir calculer les différents indicateurs statistiques, tels que la moyenne, l'écart type, les valeurs maximales et minimales, etc. Alors, une fois calculées, ces valeurs, il faudra les observer, il faudra essayer d'en faire ressortir une information utile, un peu à la manière d'un détective. Alors, pour les résultats préliminaires, commençons par une petite remarque concernant les données utilisées. Alors, ces données ont été transformées délibérément par la source afin de protéger la confidentialité des clients. Donc, ces données restent toutefois exploitables et les informations extraites demeurent représentatives. Donc, après avoir effectué cette analyse, nous avons remarqué que 99,827% des situations sont des situations de non-fraude et que 0,172% de situations sont des situations de fraude. Donc, ce qui est normal, heureusement, car il n'y a pas beaucoup de situations de fraude, sinon ça serait bien évidemment catastrophique. Alors nous remarquons également que la valeur totale de la fraude s'élève à 60 000 unités ou bien dollars. C'est déjà important. Donc, en guise de conclusion préliminaire, nous avons remarqué ce qui suit. Les attaques ou bien fraudes ciblent des transactions avec des montants ne dépassant pas les 2200 unités ou bien dollars. La moyenne des transactions objets de fraude tourne autour de 256 unités. Donc, a priori, les fraudeurs ciblent des petites sommes pour ne pas se faire repérer. Donc, ce qui est, disons-le, intelligent, enfin, si on peut pas appeler ça intelligent, et logique, on va dire. Alors, nous avons donc quelques informations intéressantes et utiles
ici affichées. Bien. Donc, pour le reste des variables, il y a lieu d'utiliser l'outil analytique ou bien l'outil d'analyse de données pour en savoir davantage. Utilisons maintenant l'outil de l'analyse des données. Alors, comme nous l'avons précédemment signifié, l'objet de cette étude est de prévoir ou d'anticiper sur l'occurrence des fraudes. Donc, l'occurrence des fraudes ou bien d'une fraude sera codifiée avec la valeur numéro, avec la valeur 1. La non-occurrence d'une fraude sera codifiée avec la valeur 0. Nous avons donc deux classes, soit la classe 0 et la classe 1. Donc, l'une des techniques de l'analyse des données permettant de prévoir l'appartenance à différentes classes est l'analyse factorielle discriminante ou bien l'AFD. Nous allons donc utiliser cet outil pour prévoir la fraude. Alors, à titre de rappel, l'analyse factorielle discriminante, l'AFD, est une technique statistique qui vise à décrire et à expliquer et prédire l'appartenance à des groupes prédéfinis, classes, modalités, etc., grâce à un ensemble d'observations à partir d'une série de variables prédictives. Donc, l'analyse des données ou AFD utilise les techniques de l'algèbre linéaire pour, premièrement, réduire le nombre de dimensions, c'est-à-dire passer à des dimensions plus simples, plus faciles à observer, limite la perte d'informations occasionnée lors du passage de 1 dimension vers 3, 2 ou une dimension. Elle permet une meilleure lecture et donc une meilleure visualisation des données. L'analyse des données, ou bien l'AFD, élabore des limitations optimales entre les différentes classes. Donc, l'analyse des données, l'AFD, utilise également la théorie des probabilités bayésiennes pour prévoir la probabilité d'appartenance à une classe. Alors, comment appliquer cette technique à nos données? Donc, la variable à prévoir est l'occurrence ou la non-occurrence d'une fraude, c'est-à-dire l'appartenance à la classe 0 ou 1. Donc, nos variables explicatives sont au nombre de 29 variables. Alors, l'application de l'AFD sur nos données sera faite suivant les étapes suivantes. Donc, nous commencerons par centrer et réduire les variables pour homogénéiser les valeurs et les normaliser grâce à la formule x moins x bar sur l'écart type. C'est une technique connue dans le domaine des statistiques afin de s'assurer que notre variable suivra une loi normale. Donc, nous allons préparer nos données en séparant les données d'entraînement du modèle et les données de test. Nous passerons également après à l'application de l'AFD pour la désignation des axes ou bien des facteurs discriminants. Nous allons ensuite transformer nos anciennes données vers nos nouvelles données après application de la variable, de la technique AFD, c'est-à-dire que si nous avons, dans notre cas, 28 variables, nous allons voir combien de variables finales nous allons utiliser. Nous passerons donc de la dimension 28 vers une dimension que nous allons déterminer tout à l'heure. Alors, nous calculerons des prévisions et nous calculerons, grâce à ces prévisions, nous allons extraire une matrice de confusion pour voir l'accuracy, pour voir la précision dans notre méthode et nous allons la valider ensuite. Nous arrivons maintenant aux résultats et à leur interprétation. Après application des différentes étapes de l'AFD, nous avons obtenu ce qui suit. Alors, en premier lieu, pour ce qui est des axes principaux, ou bien des axes de discrimination, un seul axe de discrimination sera utilisé. Cet axe de discrimination est généré par la première valeur propre. Donc, dans notre exemple, cette première valeur propre explique environ 100% des résultats. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, cela signifie simplement que nous allons passer de 29 dimensions vers une seule dimension, ce qui est très très appréciable. Alors maintenant, qu'est-ce que cela signifie encore? Cela signifie que l'ensemble des 28
dimensions, ou bien des 28 variables, seront combinées pour n'obtenir qu'une seule dimension, ou bien un seul axe de représentation de nos données. Donc, concrètement, si on devait représenter nos données sur un plan, l'axe des X comportera deux variables uniquement, la valeur 1, plutôt deux valeurs, la valeur 1 et la valeur 0. L'axe des X comportera une combinaison de l'ensemble des 29 variables. Donc, vous voyez déjà l'importance de l'utilisation de l'AFD dans cette situation. Bien, passons maintenant à la prévision et à la matrice de confusion. Donc, après avoir effectué notre prévision et notre calcul de matrice de confusion sur nos données de test, nous avons remarqué que la précision, l'accuracy de l'AFD est égale à 99,94%. Donc, nous avons un indicateur très élevé de précision. Donc, la matrice de confusion servira simplement d'un outil comparatif entre des variables prévues qui ont été, des données qui ont été prévues face à des données qui n'ont pas été prévues. Donc, pour plus ample explication, ou bien comme plus ample explication, si vous avez un vecteur composé de 1 et de 0, c'est-à-dire un vecteur binaire, que vous en effectuez une prévision grâce à des variables explicatives de départ. Vous allez donc obtenir un nouveau vecteur. Donc, en comparant pour chaque valeur du vecteur prévu pour prévision face à une valeur prévue, vous allez obtenir une sorte de matrice, ou bien une matrice de prévision. Donc, matrice de confusion, pardon. Donc, cette matrice va exposer pour chaque valeur la valeur associée prévisionnelle. Donc, après comparaison, nous allons tout simplement avoir un certain score de précision. Donc, dans notre cas, encore une fois, il s'agit d'une valeur très élevée de 99,94%. Cela signifie tout simplement que l'AFD que nous avons appliqué à nos données est adapté à notre problématique. Alors, en représentant nos données sur un plan XY, nous voyons clairement, ou bien nous observons clairement, que l'AFD a très bien discriminé la classe 0 et la classe 1, c'est-à-dire que les deux classes sont très bien et clairement séparées. Alors maintenant, comment anticiper l'occurrence d'une fraude? Donc là, sans entrer dans les détails, nous pourrons y revenir en plus ample détail dans une vidéo dédiée à l'AFD. Nous allons utiliser la fonction predict pour prévoir si un cas donné peut être ou bien peut faire l'objet d'une fraude ou non, c'est-à-dire s'il peut être classé comme fraude ou non fraude. Bien, passons à l'anticipation. Donc, pour pouvoir anticiper sur une fraude, nous allons appliquer ou bien prendre une situation donnée et en faire une prévision grâce à notre AFD. Donc, prenons l'exemple suivant. Vous avez un vecteur composé de 29 variables sur lequel nous allons appliquer la fonction predict de notre AFD. Alors, en lui appliquant notre fonction predict, nous avons obtenu, ou bien notre algorithme AFD propose que cette situation soit classée comme étant une fraude. Donc, notre AFD prévoit que cette situation est une situation de fraude avec 0,06% d'erreur. Donc, globalement parlant, si vous souhaitez savoir ou bien anticiper
sur une situation donnée, appliquez-lui la fonction prod et vous avez votre résultat. À vous donc de prendre les dispositions sécuritaires nécessaires pour ne plus que ça refasse surface ou bien que ça ne recommence. Voilà, j'espère que le contenu de cette vidéo vous a été utile dans l'étude des situations de fraude. Bien évidemment, il existe d'autres méthodes pour anticiper sur les situations de fraude, à savoir le modèle logistique ou bien l'analyse factorielle canonique, etc. Nous allons essayer de continuer notre série sur la détection de fraude en utilisant l'outil analytique. D'ici là, prenez soin de vos données et à bientôt.